Le monde célèbre tous les 7 mai la journée des orphelins du sida. Cette année, la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, a tenu à rendre ce moment capital pour sensibiliser sur la nécessité de la solidarité envers les orphelins afin de barrer la route à la discrimination. Le président de l'Assemblée provinciale de Kindu a perdu son poste ce mercredi au cours d'une plénière qui a réuni au moins 19 députés, dont 18 qui ont voté pour sa déchéance. Makonga Toboka est accusé d'une gestion catastrophique émaillée des spoliations et opacités dans les fonds mis à sa disposition pour l'Assemblée. L'Inde et le Pakistan sont en train de vivre actuellement une des plus graves crises jamais connues depuis des décennies. Les deux puissances nucléaires possédant chacune 170 et 200 ogives nucléaires pourraient causer des dégâts à des conséquences catastrophiques avec des millions de morts et des perturbations climatiques mondiales. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans votre calendrier, 7 mai 2025, c'est-à-dire la journée reconnue par plusieurs ONG et institutions humanitaires pour sensibiliser, attirer l'attention et mobiliser le soutien international quant à la situation des millions d'enfants devenus orphelins à cause de l'épidémie du sida. Selon l'UNICEF et l'ONU-SIDA, l'on compte jusqu'à 13,8 millions d'orphelins du sida dans le monde et principalement en Afrique subsaharienne. Au niveau national, ces enfants ont pu compter sur la mobilisation de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, qui a vulgarisé le thème « Zéro discrimination pour ces enfants, souvent laissés pour compte et à la merci des travaux forcés et autres différentes discriminations ». 7 mai 2025, journée des orphelins du sida. À l'occasion, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, n'a pas voulu laisser inaperçue cette journée commémorative où elle fait l'évaluation de son engagement aux côtés des enfants vulnérables et laissés pour compte. Et pour ce faire, elle s'est rendue à l'orphelinat OES célébrer cette journée grandiose avec les enfants orphelins du sida. Pour souhaiter bienvenue à la haute de marque, les enfants ont déclamé les poèmes et des récitations. Ici, chaque sourire cache une histoire et chaque main tendue est un pas vers l'avenir. Votre présence est un geste fort qui nous donne du courage pour continuer à croire à nos rêves. Merci de prendre le temps de venir à notre rencontre et de partager un moment avec nous. Ce qui n'a pas laissé indifférente Nathalie Aziza Mounana, qui se dit très émue en présence des éducateurs et assistants sociaux placés sous les thèmes Journée Zéro Discrimination 2025. Nous sommes solidaires. Nathalie Aziza Mounana réaffirme son engagement envers les enfants et futurs bâtisseurs de la nation. Aujourd'hui, je vous invite à unir nos forces. Chaque action compte, qu'elle soit petite ou grande, que ce soit par le bénévolat, des dons matériels ou simplement en offrant un sourire et un mot d'encouragement. Chaque geste peut faire une différence. Ensemble, nous pouvons bâtir un futur où aucun orphelin du sida ne sera laissé pour compte. Dans sa générosité légendaire, Nathalie Aziza Mounana a distribué les vivres et non-vivres à la grande satisfaction des orphelins sidéens. C'est depuis plusieurs années que la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale a toujours accompagné avec efficacité cette catégorie des personnes vulnérables et la défend avec efficacité, surtout avec amour et détermination. Faisons à présent un petit stop dans la province du Maniema où le président de l'Assemblée provinciale a été déchu de ses fonctions par les députés au cours d'une plénière. 18 élus sur les 19 présents ont décidé de tourner la page. Claude Foreman, Makonga Toboka Iki, à qui l'on reproche une série de fautes jugées graves, notamment la spoliation des biens de l'État, de profanation de tombes dans le but de s'approprier des parcelles, ainsi qu'une gestion opaque et non conforme au principe de bonne gouvernance. Cette déchéance est le résultat de la pétition initiée par un élu de la circonscription de Kassongo et a été traitée en l'absence du concerné, d'où le perchoir était assuré par le vice-président de cet organe délibérant.
À Kinshasa, le bureau du Sénat, lui, est tranquille. La Chambre haute du Parlement, récemment, de plus en plus évoquée dans les débats politiques, a lancé une opération de transparence. Samalou Condé a l'intention de s'en prendre au fictif à la manœuvre. Les questeurs du Sénat, Topin Kabongo, est à la tête d'une vaste opération de contrôle administratif et physique du personnel. L'objectif poursuivi est de mettre de l'ordre dans la gestion afin d'optimiser les ressources disponibles. Avec près de 700 agents recensés à ce jour, le Sénat croule sous un personnel pléthorique. Le sénateur Sylvain Mukenge Chai Kabongo Topin entend désormais savoir qui fait quoi, comment et pourquoi. Ce diagnostic permettra notamment d'identifier les agents fictifs et d'assainir la masse salariale. Ce mercredi 7 mai 2025, le questeur de la Chambre haute du Parlement a réuni les membres désignés pour leur délivrer des orientations strictes. La chasse aux doublons est donc officiellement lancée. C'est le directeur de cabinet du président du Sénat, Didier Molicho, qui pilotera cette commission inédite depuis l'installation de la Chambre haute du Parlement. Composée de membres des cabinets, du personnel administratif ainsi que du secrétaire général du Sénat, la commission dispose d'un mois pour remettre son rapport. L'honorable questeur supervise les travaux de la commission chargée de l'état des lieux de personnel administratif du Sénat. Vous savez que c'est l'honorable questeur qui est en charge de la gestion des ressources humaines du Sénat. Et cette première réunion qui lance les travaux de cette commission devait permettre à l'honorable questeur de donner les orientations par rapport au travail de la commission. Qu'est-ce qu'il attendait de la commission? Rappeler à la commission les objectifs de la commission et les résultats attendus pour la commission. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette commission permettra de faire l'état des lieux de personnel administratif. Dans l'attente des conclusions de cette évaluation, tout mouvement du personnel est suspendu, y compris les avancements en grade. La grande des syndicalistes du secteur diplomatique sur leur paie complémentaire a obtenu une nouvelle réponse du gouvernement. Ce dernier promet de respecter les engagements pris au mois de juillet. La restitution des décisions conclues entre le banc syndical et les autorités du pays a été exposée au cours d'une assemblée générale tenue ce mercredi au Grand Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. La question de la paie complémentaire des agents du secteur diplomatique obtenue au mois de décembre dernier continue à inquiéter les banques syndicales. Les démarches enclenchées auprès du gouvernement ont porté des fruits. Les promesses des autorités ont été restituées au cours de cette assemblée générale. À cela s'ajoute la question des 20% de l'enveloppe pour compléter les barèmes des agents. Le gouvernement s'est engagé de les payer au mois de juillet, évoquant les contraintes sécuritaires. Nous les avons présenté les faits, la situation que traverse la République, ce qui a fait qu'aujourd'hui, le protocole d'accord signé avec les banques gouvernementales au mois de décembre passé ne soit pas respecté. C'est entre autres la question sécuritaire à l'est de la République. Le gouvernement nous a fait savoir qu'au regard des impératifs sécuritaires que traverse notre pays, cette paie complémentaire ne pouvait pas être insérée ou intégrée dans l'état liquidatif au mois d'avril comme prévu, et que les 20% également ne pouvaient pas non plus être payés en ce mois d'avril. Le gouvernement nous a demandé de solliciter auprès des agents d'accepter que cette paie complémentaire et les 20% soient payés au mois de juillet dans l'état liquidatif. Les agents ont accepté avec beaucoup de difficultés la proposition du gouvernement, mais ils restent avec un doute. Nous restons confiants à notre partenaire gouvernemental. Nous savons qu'ils vont respecter leurs paroles. Parce que les agents ont dit ceci. Au cas où cette paie ne passait pas au mois de juillet, ils vont fermer les portes. Le banc syndical du secteur diplomatique rappelle au gouvernement que leur grève n'a jamais été levée, mais elle est juste suspendue et que si cette paie n'est pas effective au mois de juillet, la grève va ressurgir. Le phénomène que nous décrions depuis des mois à Kinshasa est également vécu dans la province voisine du Congo central, en plein jour.
plus d'une fois. Des cas de braquage et incursions criminelles dans les domiciles sont observés. Une mauvaise habitude copiée de la capitale qui s'ajoute à celle des bandits urbains, communément appelés Kuluna, qui ôtent la quiétude à des paisibles citoyens. Pour en parler, nous avons joint un des responsables de la province, élu de la mégapole Boma et actuellement questeur de l'Assemblée provinciale du Congo central, monsieur le député Omega Mbadou. La situation sécuritaire qui se vit actuellement dans la ville de Boma est très alarmante, très critique. Il ne se passe pas une nuit sans que nous enregistrons des cas de vol, braquage ou même pillage. Et ce qui fait très mal, c'est que ces malfrats ont pour victimes des familles très démunies. Nous avons eu enregistré des cas très graves où il y a eu une maman âgée de près de 70 ans et un enfant de près de 5 ans qui se sont fait violer. Et face à cette situation, la population dans certains quartiers préfère veiller de 2h à 5h afin de signaler tout mouvement suspect à travers des sifflets ou des casseroles. En notre qualité de député provincial de la ville de Boma, le 22 avril dernier, nous avons lancé une motion d'information comme cri d'alarme afin de mobiliser les institutions provinciales pour voir de près cette situation. Le gouverneur de province est arrivé dans la ville de Boma où il a tenu un conseil de sécurité élargi et à l'issue de cette réunion, des mesures fermes ont été mises en place qui sont en application actuellement. Mais la situation d'insécurité perdure. La police est sous-effective pour ne pas encore soulever qu'elle est sous-équipée. Nous constatons que dans plusieurs coins de la ville, il n'y a pas de SIAT, il n'y a aucune représentativité de la police nationale congolaise. Et toute cette situation fait que la population compte maintenant sur les braves jeunes de leur quartier pour les sécuriser. Et c'est comme cela que nous appelons à toutes les institutions provinciales et nationales de ne pas lâcher cette affaire qui concerne l'insécurité de nos concitoyens. Nous demandons l'implication du vice-premier ministre de l'Intérieur. Nous demandons au gouverneur de ne pas lâcher les bras et de continuer à mettre en place des mesures pour que nous puissions éradiquer cette montée exponentielle de l'insécurité dans la ville de Boma. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a lancé ce mardi 6 mai 2025 une vaste opération d'éradication des marchés pirates, notamment sur l'avenue Kassavubu, en appelant avec fermeté l'interdiction d'occuper les emprises publiques à des fins commerciales. Depuis quelques semaines, le numéro 1 de la ville a rouvert plusieurs voies sur instruction du gouvernement pour la fluidification de la circulation et il a démoli plusieurs constructions anarchiques à Kitambo ou encore à Barumbu. Deux marchés pirates qui logeaient l'avenue Kassavubu ont été détruits ce mardi 6 mai 2025 en présence du gouverneur Daniel Bumba qui en a profité pour rappeler d'un ton ferme que toute occupation des emprises publiques à des fins commerciales sera fortement sanctionnée car les rues et les trottoirs ne sont pas des marchés. Il faut finir avec. Tables, étals, produits manufacturés et produits alimentaires ont ainsi été évacués des abords de l'avenue Kassavubu. Cette opération s'est poursuivie sur les avenues Rwakading, Itaga et Defray, s'étendre sur toute la ville de Kinshasa. Et aussi, si c'est sale devant chez vous, bien ok? Vos mannequins, vos histoires là à l'intérieur, vos échantillons à l'intérieur. Outre les marchés pirates, le gouverneur a également rappelé aux propriétaires des magasins l'interdiction d'installer des étals et d'exposer des échantillons devant leur devanture. Si mes chantiers n'ont pas de tonnes d'aratondarana, je veux plus ça. Vous voulez que moi, Tom Kedo Alekia, moi, monsieur, oui, pour aller. Tout vient dans la ville, la ville, c'est à la propre. Responsabilité de propreté, ah, exemple, tout la ville. La couture sanitaire, magasin de Bakani, ok? Pour rappel, la multiplication de marchés pirates le long de voies de circulation provoque le bouchage des caniveaux et des collecteurs d'eau, provoquant ainsi des inondations après des épisodes pluvieux.
L'aéroport de Ndjili est actuellement en train de faire peau neuve. Il s'agit des travaux à la fois de construction, mais aussi des réfections des installations utilisées pour le moment. Son commandant, Vicky Lundula, a tenu à réagir face à des affirmations qui circulent dans les médias depuis peu, suite à des plaintes des usagers par rapport à ce moment de transition, surtout du côté des vols nationaux. L'aéroport international d'Ndjili subit depuis un moment une transformation sans précédent. Les travaux de construction et des réfections ont été lancés dans le seul but de rendre cet aéroport conforme aux standards internationaux. Vicky Lundula, commandant de cet aéroport, parle de la détermination du comité actuel de gestion, piloté par le directeur général Léonard Ngoma Mbaki. D'abord, nous voulons que l'aéroport soit respecté aux normes. Les infrastructures sont tellement vieilles, sont des infrastructures du genre à l'époque qu'on appelait les bâtiments parallèles à la piste, ce qui n'est pas aujourd'hui dans les différents aéroports. Et c'est ce qui occasionne le fait que les gens quittent du côté ville rapidement et se retrouvent du côté piste. Or, l'infrastructure elle-même devrait décourager celui qui devait quitter du côté ville où il y a le taxi, parking des véhicules, et se retrouver au parking des avions. Donc, les tournures là, c'est que normalement, nous voulons que ça se fasse comme ailleurs. Bien que les réalisations soient visibles et palpables, Vicky Lundula est navrée de voir certains journalistes mal intentionnés et cupides chercher la petite bête. C'est enfantin. Ça ne va pas avancer notre pays. Notre pays a des valeurs. Et bien, valeurs, tout le monde a presse au Yabino. Devant cet élan des transformations de cette infrastructure, le commandant Vicky Lundula promet d'offrir à la République un ouvrage digne de ce nom et surtout de protéger ses patrimoines nationaux face aux usurpateurs. Au Mali, le président de la transition, Assimi Goïta, a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de toutes les activités des partis politiques et des associations apparentées invoquant des raisons d'ordre public. Une décision prise dans un climat de tension à 2 jours d'une marche prévue par l'opposition. Cette suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique est intervenue après la réélecture de la charte des partis politiques qui s'est tenue durant 2 jours à Bamako en l'absence de l'opposition où le général d'armée Assimi Goïta a été élevé au rang de président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable. Cette nouvelle restriction à toute expression d'opposition intervient alors qu'une coalition de partis politiques a appelé à manifester ce vendredi. Selon les autorités maliennes, c'est pour de raisons d'ordre public que cette suspension est entrée en vigueur. Pour rappel, le 3 mai, le meeting de l'opposition a été empêché par des individus mobilisés par les autorités des transitions et par l'intervention de la police, ce qui a donné lieu à des scènes de contestation inédites devant le palais de la culture de Bamako. Lundi, le chef des partis politiques ont décidé de maintenir la pression pour protester contre leur dissolution programmée, mais aussi pour exiger la fin de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. Un nouveau meeting est donc annoncé pour ce vendredi devant le monument de l'indépendance. Un message Twitter a mis la puce à l'oreille à l'opinion ce mercredi, au matin des frappes indiennes sur le territoire pakistanais. Son ministre de la Défense a promis une réponse à la hauteur de ce crime. Problème, les 2 nations qui s'affrontent de plus en plus ouvertement sont toutes 2 des puissances nucléaires. Dans ce jeu de passe-passe, si l'escalade s'empire, l'on pourrait perdre jusqu'à 125 millions de personnes en un rien de temps, accompagné des graves changements climatiques qui pourraient avoir raison de l'humanité tout entière. Tout commence le 22 avril 2025. Un attentat perpétré dans la vallée de Baïsaran, au Cachemire indien, a coûté la vie à 27 personnes, principalement des touristes hindous. Le groupe islamiste des Resistance Front, que l'Inde accuse d'être soutenu par le Pakistan, a revendiqué l'attaque. En réponse, l'Inde a suspendu les traités des eaux de l'Indus, expulsé des diplomates pakistanais et fermé des points de passage frontaliers. Dans la nuit du 6 au 7 mai, l'Inde a lancé l'opération Sindoor, une série des frappes aériennes et des missiles visant des infrastructures terroristes présumées au Pakistan et au Cachemire sous contrôle pakistanais. Ces attaques ont ciblé des sites liés à des groupes tels que Lashkar-e-Taiba et Jaish et Mohammed.
Le Pakistan affirme que ces frappes ont causé la mort d'au moins 26 civils, dont des femmes et des enfants, et blessé 46 autres, a dénoncé ces actions comme étant un acte de guerre, tout en promettant des représailles appropriées. Les tensions actuelles ravivent les craintes d'un conflit nucléaire. L'Inde et le Pakistan possèdent respectivement 170 et 200 ogives nucléaires. Les experts estiment qu'un affrontement nucléaire pourrait entraîner jusqu'à 125 millions de morts et provoquer un hiver nucléaire global. La communauté internationale exprime une vive inquiétude. Les États-Unis, la Russie, la Chine et l'ONU appellent à la retenue et à la reprise du dialogue. Des mesures de sécurité ont été renforcées dans les deux pays et des exercices de défense civile ont été organisés en Inde. La situation reste extrêmement tendue et évolutive. Les appels à la désescalade se multiplient, mais la méfiance mutuelle et les représailles en cours rendent la perspective d'un apaisement incertaine. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le monde célèbre tous les 7 mai la journée des orphelins du sida. Cette année, la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza-Mounana, a tenu à rendre ce moment capital pour sensibiliser sur la nécessité de la solidarité envers les orphelins afin de barrer la route à la discrimination. Le président de l'Assemblée provinciale du Kindu a perdu son poste ce mercredi au cours d'une plénière qui a réuni au moins 19 députés, dont 18 qui ont voté pour sa déchéance. Makonga Toboka est accusé d'une gestion catastrophique émaillée des spoliations et opacité dans les fonds mis à sa disposition pour l'Assemblée. L'Inde et le Pakistan sont en train de vivre actuellement une des plus graves crises jamais connues depuis des décennies. Les deux puissances nucléaires, possédant chacune 170 et 200 ogives nucléaires, pourraient causer des dégâts et à des conséquences catastrophiques avec des millions de morts et des perturbations climatiques mondiales. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.